Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, l'ouverture aujourd'hui du 102e congrès des maires de France. Des milliers de maires réunis pendant 3 jours à Paris, porte de Versailles, et un discours très attendu cet après-midi, celui du président de la République, Emmanuel Macron. On en parle avec le sénateur Les Républicains de la Moselle et candidat à la mairie de Metz, François Grosdidier. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis vous le savez, toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous nous intéressons au quotidien des maires. Aujourd'hui, direction Gonehem, dans le Nord. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous reviendrons sur l'effondrement de ce pont hier en Haute-Garonne. Effondrement qui a fait 2 morts. Nous serons en direct avec nos partenaires de la Dépêche du Midi pour en savoir plus. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 19 novembre. Emmanuel Macron dénonce les violences et les silences complices qui ont perverti le mouvement des Gilets jaunes. Il s'exprimait hier soir lors d'une remise de décoration. Il a en revanche loué la fraternité et l'entraide de la France des ronds-points lors de ce mouvement. Baisser à 0 le taux d'alcoolémie légale n'est pas envisagé par le gouvernement, indique Matignon. C'est le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui s'était prononcé pour une interdiction totale de l'alcool au volant, deuxième cause de mortalité après la vitesse excessive. Je pense que lorsqu'on conduit, on ne doit pas boire, avait-il déclaré. Et puis nouveau coup de gueule de Stéphane Bern, cette fois-ci contre la décision du gouvernement d'annuler 25 millions d'euros de crédits alloués au patrimoine. C'est plus que les 22 millions qu'a rapporté le loto du patrimoine. L'animateur télé a appelé Emmanuel Macron qui a dit ne pas être au courant. On me saborde, on m'envoie au combat et on me tire une balle dans le dos, a déclaré Stéphane Bern à publicsénat.fr. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Moselle, siège dans le groupe Les Républicains, vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Bonjour François Grosdidier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On précise que vous êtes également candidat à la mairie de Metz. On va parler bien sûr des municipales de ce congrès des maires, mais d'abord cette question d'actualité, l'effondrement de ce pont hier en Haute-Garonne à Mirepoix-sur-Tarn. 2 morts, dont une adolescente de 15 ans et le chauffeur du poids lourd qui n'aurait pas respecté la limitation de tonnage qui était de 19 tonnes. Le poids lourd en faisait quasiment 40. Quelle est votre réaction à ce drame ? La première, c'est une réaction de compassion pour la victime, sa famille, et puis c'est de m'indigner d'une faute individuelle qui a été commise. On a trop souvent tendance dans la société à reporter sur la collectivité, l'État, les maires, le système. Quand on conduit un 40 tonnes, et c'est-à-dire le double du poids autorisé sur un camion, on prend un risque considérable pour soi-même et pour les autres. Donc ça pose le problème du respect de la réglementation par les poids lourds dans notre pays. Et c'est d'abord ce problème-là, à prendre un vrai problème sur les ponts, qui est très complexe, sur lequel le Sénat a beaucoup travaillé et sur lequel le gouvernement serait bien inspiré de tenir compte du rapport du Sénat, ce qu'il n'a pas souvent l'habitude de faire sur ce sujet comme sur les autres. Justement, là, l'entretien a priori n'est pas en cause. Le président du conseil départemental dit que l'entretien était régulier, que ce pont était inspecté régulièrement. Vous le disiez, le Sénat a fait une mission d'information sur la sécurité des ponts. Il y a aujourd'hui en France 25 000 ponts qui présentent des risques. Vous le dites, le gouvernement doit prendre des mesures urgentes. Oui, alors des mesures urgentes, c'est tellement vaste. Ce sont les malfaçons de l'accident en Italie qui ont provoqué cet intérêt, mais les départements l'ont depuis longtemps. Ils ont souvent hérité de situations d'ailleurs très, très complexes. Dans mon propre département, on a des ponts qui appartenaient à la SNCF ou au département ou à l'État, on ne savait pas trop. De la même façon, souvent ce sont nos industries lourdes, les houillères ou la sidérurgie qui ont construit des ponts. C'est pas exactement
exactement appliquer les POC, selon quelles conditions et à qui appartenaient les ponts. Donc ce sont les départements qui héritent de tout ça, comme très souvent d'ailleurs quand il y a un problème un peu compliqué, l'État se décharge sur les collectivités, là sur le département. Pour les inondations maintenant, ce sont les intercommunalités et c'est aux élus locaux sur le terrain de se débrouiller avec des questions qui engagent très fortement la responsabilité financière des collectivités, mais la responsabilité juridique des élus aussi. Allez, justement, on va parler des élus, puisque s'ouvre aujourd'hui le 102e congrès des maires à Paris, porte de Versailles. Emmanuel Macron qui doit prononcer un discours cet après-midi devant les maires. Il n'était pas venu l'année dernière. Qu'est-ce que vous dites? Qu'il a enfin compris l'importance des maires? Oui et non. C'est-à-dire que la première moitié du mandat a été marquée quand même par des preuves de mépris des maires. D'ailleurs, vous vous rappelez l'année dernière, alors qu'il avait annoncé en début de mandat qu'il participerait tous les ans au congrès des maires, il avait ostensiblement boudé le congrès des maires. Et puis après les manifestations des Gilets jaunes, il s'est subitement rappelé de l'intérêt des maires, de la popularité, de la crédibilité des maires. Et vous parlez de mépris, il y a eu du mépris. Il a eu du mépris. Ensuite, il a fait énormément de déclarations d'amour. Les maires ne demandent qu'à le croire, mais ils attendent les preuves d'amour. Or, s'il vient sur un discours très général, appelant les maires à la solidarité républicaine, mais sans les satisfaire, non pas sur leurs prérogatives à eux pour leur faire plaisir, mais sur les moyens qu'on leur confère, moyens juridiques à travers les compétences, moyens financiers, matériels, pour satisfaire la demande sociale. Pourquoi les maires sont populaires? Parce que quand il y a un problème, d'abord, ils sont à portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher, donc ils peuvent l'entendre, ils sont naturellement ouverts, et quand ils ont des moyens pour régler un problème, là, les gens se disent, la politique sert à quelque chose. Alors effectivement, c'est ce que disent nos confrères du Figaro, qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire un discours plutôt régalien sur l'attachement à la République, la lutte contre le communautarisme, la sécurité du quotidien. Pour vous, c'est pas le bon discours à faire cet après-midi? Non, mais même si la lutte contre le communautarisme et la sécurité du quotidien sont des sujets importants dans les communes aussi, et vous savez quel est mon intérêt pour les questions de sécurité. Pour les maires, le sujet, c'est d'abord, est-ce qu'on a encore le moyen juridique, le droit de prendre des initiatives et de faire des choses quand à la fois on est corseté par une réglementation de l'État qui limite la marge de manœuvre et qu'on transfère d'autorité aux intercommunalités des compétences qu'elles ne souhaiteraient même pas prendre en allongeant les circuits de décision et les circuits d'exécution. Et puis quand par ailleurs, surtout pour les petites communes, les moyens sont de plus en plus enserrés pour quelque part les contraindre à se fondre de plus en plus dans une intercommunalité qui est nécessaire pour certaines compétences, mais qui n'est pas souhaitable pour ceux qui relèvent de la proximité. Pour vous, c'est ça que vous attendriez de son discours? C'est ce qu'on attendrait de... Plus de mesures, plus de moyens financiers et plus de décentralisation aussi? Mais bien sûr, plus de décentralisation, parce que tout ce qui a été fait depuis 10 ans, sous Hollande comme sous Macron, consiste à remonter des compétences de la commune à l'intercommunalité, du département à des régions, et des régions souvent beaucoup trop grandes. Donc on éloigne le centre de décision des citoyens. Or, la force de la démocratie locale, c'est que le décideur puisse discuter directement avec le citoyen et après mettre en œuvre concrètement la réponse au problème qui est soulevé. Vous diriez qu'aujourd'hui, cette décentralisation, elle est en danger en France? Elle est sans cesse en danger. D'un côté, on a un discours décentralisateur et on a une pratique quotidienne de l'État qui est exactement inverse. Le principal point de tension cette année entre les maires et le gouvernement, c'est cette réforme de la taxe d'habitation, une réforme jugée mauvaise par les maires de France. Vous partagez ce point de vue? Oui, complètement. Elle est mauvaise pour deux raisons. L'une financière, c'est qu'on n'est pas garanti dans la durée du maintien des moyens communs, et une sur un plan psychologique. La taxe d'habitation, c'est la contribution de l'habitant au budget de la commune et qui le responsabilise. Quand des administrés nous demandent parfois des dépenses complètement inconsidérées, on va leur dire, écoutez, on veut bien, mais dans ce cas-là, il va falloir augmenter les impôts. Et à ce moment-là, souvent, le citoyen administré, électeur, contribuable, se ravisait. Et donc, quand on contribue, on n'est plus responsable. Et c'est dommage de rompre ce lien.
Alors le gouvernement garantit des compensations. Il dit que les communes seront compensées à l'euro près. Les communes vont notamment récupérer la part du foncier bâti qui était jusque-là alloué au département. Pour vous, ça ne suffit pas? Non, parce que d'abord, c'est toujours garanti un certain temps et jamais dans la durée. Et par ailleurs, si on apporte une garantie aux communes en la retirant aux départements, alors qu'on sait par ailleurs que les départements connaissent des dépenses exponentielles avec les dépenses sociales sur lesquelles ils n'ont aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire que les départements ne bénéficient pas d'une vraie décentralisation, ils ne sont pas libres de mettre en œuvre la politique sociale qu'ils conçoivent. Ce sont les agents d'exécution de la technostructure de l'État dans la mise en œuvre des compétences sociales. Et on est dans un truc inversé. La démocratie, normalement, c'est des fonctionnaires qui obéissent aux élus, qui rendent des comptes au peuple. Et là, au contraire, les élus départementaux deviennent les agents d'exécution d'une technostructure d'État. C'est peut-être ce qui ne marche pas très bien. Les départements sont plus perdants que les communes sur cette réforme de la fiscalité locale ? Oui, tout à fait. Et on n'est pas dans un vrai système démocratique que je décris, ce qui d'ailleurs explique une grande partie de cette crise de la démocratie représentative. Et que va faire le Sénat ? Le budget arrive au Sénat là, cette semaine. Le Sénat amende le budget, mais vous le savez très bien que autant sur beaucoup de textes de loi, on arrive à des compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Sur ces questions un peu cruciales, en général, c'est le gouvernement donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. Allez, puisqu'on parle de budget, on va parler du projet de loi de finances rectificative. Il était examiné hier au Sénat, on en parle avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour François Grosdidier. Et Alex, le ton est monté hier entre sénateurs et gouvernement, car au final, dans le budget 2019, le gouvernement a prévu des coups de rabot sur la protection du patrimoine. Et oui Ariane, car pour boucler son budget 2019, le gouvernement a prévu d'enlever quelques millions d'euros, notamment au budget de la protection des monuments historiques. Alors si on regarde les chiffres, il y a d'étranges coïncidences. Regardez, en 2019, le loto du patrimoine, qui était organisé par Stéphane Bern, a rapporté 25 millions d'euros à la Fondation du patrimoine. C'était plutôt un franc succès. Mais dans le même temps, du coup, le gouvernement va enlever 25 millions d'euros à la mission patrimoine du budget de la culture. Alors c'est comme si le gouvernement avait utilisé l'argent du loto pour faire des économies. Alors la rédaction web de Public Sénat a interrogé le principal intéressé, Stéphane Bern, et il était très mécontent. Regardez sa réaction. On me saborde, on m'envoie au combat et on me tire une balle dans le dos. Les mots sont fermes. Stéphane Bern a même appelé Emmanuel Macron, le président de la République, qui lui a dit qu'il n'était pas au courant de ces coupes budgétaires. Et pour Stéphane Bern, les lignes pourraient bouger. En tout cas, les sénateurs étaient très remontés sur ce qu'ils appellent une escroquerie des Français. Écoutez le président socialiste de la Commission des Finances, Vincent Eblé. Monsieur le ministre, cette affaire, c'est un tour de passe-passe. C'est un jeu de bonneteau. Vous savez, ce jeu qu'on voit parfois fleurir sur les trottoirs, même à Paris, où un habile manipulateur, vous déposez un billet, on dépose un vase à l'envers, on déplace les vases et le billet a disparu. C'est exactement ça que vous faites, auquel vous procédez. On fait appel à la générosité des Français par le biais d'un jeu d'argent. Ils contribuent au patrimoine. Vous aviez remarqué avec nous que ce que la Française des Jeux nous dit des joueurs du loto du patrimoine. Ce ne sont pas les joueurs habituels, ce sont des joueurs qui sont venus au jeu d'argent en raison de la thématique et pour soutenir le patrimoine français. Et du même moment où ces sommes sont mobilisées au bénéfice du patrimoine français, on retire des crédits budgétaires une somme équivalente. Comment voulez-vous que dans l'esprit de chacun, à commencer par le nôtre, on ne fasse pas le rapprochement entre ces deux sommes ? Alors, est-ce que le gouvernement joue au bonneteau avec le budget du patrimoine ? Écoutez la réponse du ministre Olivier Dussopt qui s'en remet au hasard budgétaire. Vous avez évoqué une forme de parallélisme entre le montant des crédits du loto du patrimoine et le montant des crédits que nous proposons d'annuler. C'est le fruit du hasard. Il n'y a aucune volonté du gouvernement de substituer l'un à l'autre. Je le répète, ce sont des crédits qui sont uniquement en réserve de précaution, sans annulation ni remise en cause d'engagement et dans le cadre d'un schéma de fin de gestion extrêmement classique. Et voilà, c'est simplement le fruit du hasard. En tout cas, les sénateurs ont rétabli le budget du patrimoine pour 2019. Et il n'y a pas que le patrimoine qui a été touché hier, il y a également les universités. Et oui, et ça tombe très mal après la tentative de suicide de l'étudiant lyonnais, la colère des étudiants contre leur précarité. Eh bien, le gouvernement a prévu d'enlever 322 millions d'euros au budget de l'enseignement supérieur pour 2019, dont 35 millions d'euros en moins pour la vie étudiante. La réaction des sénateurs ne s'est pas fait attendre hier dans l'hémicycle. Écoutez le communiste Pierre Ouzoulias.
Ces 35 millions d'euros, ils privent des Crous qui aujourd'hui ont les plus grandes difficultés à aider les étudiants et surtout ils privent les universités à mettre en place quelque chose de fondamental qui est la réalisation de dispensaires pour leur donner des soins sur le campus même. Donc ces 35 millions-là, ils pouvaient avoir une utilité immédiate. Votre annulation est incompréhensible, d'autant plus que dans cet hémicycle, la semaine dernière, Monsieur Gabriel Attal, au nom de votre gouvernement, a reconnu la précarité et, je le cite, la misère étudiante. Dans la presse, hier, il déclarait, je le cite encore, « Notre mobilisation est attendue, mais on ne découvre pas aujourd'hui l'urgence de la précarité étudiante. Cela fait 2 ans que l'on agit. Avec Frédérique Vidal, nous allons continuer à amplifier notre action. » En 2 ans, ce sont 100 millions de crédits qui ont été supprimés. On aura envie de dire à ces 2 ministres, surtout qu'ils arrêtent d'agir. Qu'ils ne fassent plus rien. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour la vie étudiante. Merci. Et au final, dans le débat, les sénateurs ont annulé cette coupe budgétaire et le monde des universités en avait bien besoin. Merci Alex, on vous retrouve tout à l'heure. François Grosdidier, que pensez-vous de ces coupes finalement dans les crédits, aussi bien pour le patrimoine que pour les universités ? Écoutez, on est en plein dans le décalage entre les paroles et les actes et qui porte atteinte à la crédibilité du politique au plus haut niveau, alors que les élus locaux ne pourraient jamais se permettre cela parce que les citoyens vérifient immédiatement la réalité de leurs paroles. C'est complètement fou. On parlait du décalage du discours du président de la République et de la façon dont les maires sont traités au quotidien. Là, effectivement, on lance le loto du patrimoine qui ramène 25 millions d'euros et l'État retire 25 millions d'euros du budget du patrimoine. On nous explique, la seule erreur, c'est d'avoir mis le même montant. C'est-à-dire que si on en a 26, finalement, on aura pas fait le rapprochement. Ce n'est pas un hasard, comme le dit Olivier mais Dussopt. non, mais là, c'est vraiment se moquer du monde. De la même façon, sur la vie étudiante, on sait que on connaît la misère de la condition de beaucoup d'étudiants, les problèmes de santé et surtout les problèmes de logement qui souvent représentent 30, 40, voire 50% du budget mensuel d'un étudiant. Donc il y a un effort massif à faire entre l'État et les collectivités, mais si l'État commence par retirer des dizaines de millions d'euros et renvoie d'inflation sur les collectivités, ça ne tient pas. Et enfin, on a l'impression que c'est vraiment la technostructure qui dirige. C'est-à-dire que les ministres disent des choses et que derrière Bercy, le ministère des Finances, monte un budget totalement contraire et que si on n'avait pas des sénateurs pointus pour regarder les choses dans le détail, eh bien ça passerait comme une lettre à la poste puisque à l'Assemblée nationale, on n'a qu'une chambre d'enregistrement qui avalise tout cela. Alors justement, un dernier mot, c'est aujourd'hui qu'aurait dû avoir lieu le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat. Il a été rejeté la semaine dernière, des sénateurs qui dénoncent un mépris de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Est-ce qu'on est dans une crise entre le Sénat et l'exécutif ? Non, mais c'est plus profond. Au Sénat, on est plus sérieux, on regarde les choses au fond, donc on n'est pas dupe. Donc on ne se contente pas des discours, on va dans la réalité des choses, la réalité des textes, la réalité des chiffres ou la réalité des comportements pour ce qui est de la haute administration. Donc on n'est jamais dans la polémique pour la polémique. Voilà. Donc quand il y a crise entre l'exécutif et le Sénat, c'est qu'on a un réel problème et on demande. Mais il y a bien qu'à le crise résoudre. aujourd'hui. Mais bien sûr, quand il y a une telle distorsion entre le discours et les actes, il y a un problème. Et ça s'ajoute souvent à un mépris du Parlement lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement considère que lorsque le Parlement, et singulièrement le Sénat, fait son travail, eh bien c'est une source d'ennui, presque de dysfonctionnement pour eux. Il faudrait qu'on laisse la technostructure faire sans qu'elle ait de compte à rendre. La démocratie parlementaire, c'est l'inverse. Allez, on va se rendre du côté de chez vous, à Metz. François Grosdidier, retrouvé Anthony à Villeneuve. Bonjour Anthony, vous êtes chef d'édition au Républicain Lorrain. Et ce matin, une question dans le Républicain Lorrain. Faut-il abattre les arbres au bord des routes ? C'est la question que vous posez en une. Bonjour Auréane, bonjour François Grosdidier. Effectivement, c'est la question que nous posons dans le Républicain Lorrain ce matin. Ce qui nous amène à la poser, c'est une image captée en bordure de l'autoroute A31 qui relie Metz à Nancy. Ces derniers jours, les services de l'État ont abattu des centaines d'arbres et arbustes. Motif invoqué, la sécurité routière. Car ces arbres au bord des routes, ils peuvent perdre leurs branches ou pire, se coucher sur la route. Entre l'objectif environnemental et l'impératif de sécurité routière, les services de l'équipement ont tranché au sens propre. Ce problème d'arbres, il ne se pose qu'en bordure d'autoroute.
Non, ce choix entre l'environnement et la sécurité routière, il se pose aussi sur le réseau secondaire. En cette période automnale, les routes qui relient nos villages sont souvent magnifiques, avec des arches végétales aux couleurs chatoyantes. Mais vous le savez, au moindre coup de vent, les chaussées se recouvrent de branches et surtout de feuilles mortes. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé par temps de pluie sur un lit de feuilles mortes, c'est encore plus glissant que le verglas. Alors idéalement, il faudrait élaguer avant l'automne, mais le long d'une route, vous avez des forêts communales qui sont sous la responsabilité des maires, mais aussi une multitude de petites parcelles privées plus ou moins bien entretenues. Les maires déploient souvent des efforts importants pour inciter les propriétaires privés à élaguer les arbres situés au bord des routes, mais c'est difficile. Alors, on imagine la problématique pour les maires, mais on se doute aussi que tout ça n'est pas du goût de tout le monde. Aujourd'hui, au nom de quoi peut-on abattre un arbre? Dès qu'on voit émerger un projet immobilier quelque part ou un projet urbanistique et qu'il faut abattre des arbres, on voit immédiatement des citoyens prêts à s'engager dans un combat politique pour empêcher ces abattages. C'est un phénomène auquel sont confrontés de nombreux élus locaux. Concernant les arbres au bord des routes, l'argument de la sécurité routière trouve aussi des contre-arguments. À Metz, par exemple, une étude actuellement menée par la ville avec plusieurs labos de recherche essaye de démontrer les capacités de certaines essences d'arbres à dépolluer l'air urbain, en particulier à proximité des routes. Les premiers résultats montrent que ces arbres, en captant la pollution, améliorent de façon significative la qualité de l'air à proximité des axes routiers. Il y aurait donc un véritable intérêt sanitaire à planter des arbres auprès des routes. On voit bien dans les années à venir sur ce sujet, on s'attend à ce que l'arbitrage entre la sécurité routière et l'impact environnemental fasse l'objet d'encore plus de tensions. Et Anthony, avant de terminer, vous avez une question pour François Grosdidier. Oui, François Grosdidier, vous êtes candidat à l'élection municipale de Metz et vous avez promis, je cite, de planter beaucoup plus que 20 000 arbres en 10 ans sur le banc communal de la ville de Metz. Est-ce que vous comptez les planter au bord des routes, ces arbres ? Entre autres et pas seulement. L'arbre en ville est une nécessité, même la végétation. Il faut augmenter la biomasse végétale dans la ville. Alors ça veut dire qu'il faut préserver les arbres qui existent, je pense notamment à Bellecroix, le poumon vert de Metz. Il faut planter partout où on peut, y compris d'ailleurs en bordure de route. D'ailleurs, l'entretien, l'enlèvement des feuilles est beaucoup plus aisé en ville qu'à la campagne, donc là c'est pas un sujet. Là on a de la simple pelouse, il faut mettre des arbustes, il faut augmenter la biomasse végétale pour les raisons qui ont été dites. C'est d'abord un élément de purification de l'air et on a dans les métropoles un vrai sujet sanitaire avec la qualité de l'air, et puis en plus dans nos régions, plus encore un peu continentale, on a des pics de chaleur l'été, des canicules, on crève de chaud à Metz. C'est pas la Sibérie, c'en est tout le contraire. Eh bien, il faut de la biomasse végétale aussi pour avoir de la fraîcheur et pour limiter ces pics de chaleur. Et pour revenir au sujet sur les routes interdépartementales ou les autoroutes, je comprends absolument pas l'argument de la sécurité sur les autoroutes parce qu'on a systématiquement des glissières. Se pose le problème sur des départementales où il n'y a pas de glissières. Souvent, on a enlevé des arbres à cause des chocs frontaux, veut dire entre la voiture et l'arbre. Et après, les feuilles, c'est plus une question d'entretien. Les voitures ont fait également énormément de progrès, que ce soit les pneumatiques ou l'ABS. Je crois qu'on doit absolument préserver les arbres, surtout que souvent, dans notre grande plaine céréalière, les seuls arbres qui restent sont ceux qui sont en bordure des routes. Il faut absolument les préserver. Et voilà pour votre réponse, Anthony. On va revoir la une du Républicain Lorrain ce matin. Route, combien d'arbres à abattre? Et puis François Grosdidier, vous êtes également à la une du Républicain Lorrain. François Grosdidier a déjà son premier adjoint. C'est à la une du journal. Merci Anthony d'avoir été avec nous ce matin depuis Metz. On va continuer à regarder la presse de votre département de la Moselle avec Alex Poussard qui est de retour. Et Alex, on commence avec Lorraine Actu. On commence avec Lorraine Actu et on va parler d'un petit coup de théâtre dans le débat sur le mariage gay, notamment au sein du monde religieux, puisque désormais en Moselle, les églises protestantes vont pouvoir bénir, honorer les unions de couples homosexuels. C'est une décision qui a été prise ce week-end par l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et quand on écoute les arguments des dirigeants de cette église, eh bien, l'orientation sexuelle des fidèles n'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien le partage de la foi.
On continue avec l'Est républicain. Et oui, l'Est républicain qui revient sur la visite de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale dans les écoles de Lorraine. Jean-Michel Blanquer qui sera dans quelques instants sur notre plateau, c'est notre invité. Hier, Jean-Michel Blanquer a notamment visité une école de la commune de Les-Saint-Christophe où on fait de l'immersion linguistique. Concrètement, les enfants sont plongés 8 heures par semaine dans des cours en allemand pour être mieux familiarisés avec la langue de Goethe. Jean-Michel Blanquer a également visité le lycée Loris à Nancy, où le numérique accompagne toutes les activités de l'établissement. Le ministre a par exemple pu discuter avec le robot du Fab Lab du lycée ou suivre un cours digitalisé sur le théâtre de Marivaux, qui a dit que Jean-Michel Blanquer était un ministre old school. Eh bien, vous lui poserez la question tout à l'heure, Alex. On va terminer avec toutmess.com. Et oui, il n'y a pas qu'en Ardèche que le sol bouge. C'est également le cas en Moselle. Et l'État a déclaré état de catastrophe naturelle pour les communes d'Elvange, Florange et Rustroff. Après des mouvements de terrain la semaine dernière, les habitants qui ont été victimes de dégâts ont 10 jours désormais pour se déclarer. Merci beaucoup, Alex, pour cette revue de presse. Question d'actualité. Pour terminer, François Grosdidier, vous suivez beaucoup les dossiers de sécurité, de nouvelles violences. Samedi, lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment à Paris. Et puis, il y a cette phrase de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, qui a déclaré à une manifestante Gilets jaunes qui croisait « Nous ne sommes pas dans le même camp ». Hier, Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, a demandé sur notre antenne des excuses à Didier Lallement. Pour vous aussi, il doit s'excuser ? Non, je pense que c'est excessif. C'est excessif parce que je ne connais pas cette manifestante Gilets jaunes, mais quelle que soit la légitimité des revendications sociales des Gilets jaunes, à constituer les manifestations non organisées, non autorisées. Le propos de Didier Lallement ou le fait que Guillaume Pelletier lui demande de s'excuser ? Non, je ne comprends pas que Guillaume Pelletier lui demande de s'excuser parce que après ce qui s'est passé d'absolument inacceptable avec même l'atteinte à la stèle du maréchal Juin, on a bien vu qu'on n'est plus dans le mouvement social initial. Il y a 10 fois moins de gilets jaunes qui, même s'ils sont sincères, servent de paravent à des casseurs ou à des extrémistes venus de plus en plus nombreux. Et je crois que le vrai sujet, c'est ça. Et pour nous, les Républicains, on doit d'abord exiger du gouvernement le retour à l'ordre républicain et je crois qu'il faut le faire sans complaisance. Est-ce que vous dites samedi, le préfet de police de Paris a fait ce qu'il fallait, le ministre de l'Intérieur a fait ce qu'il fallait ou pas, où il y a eu des failles ? Non, je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait dans un contexte toujours difficile parce que c'est une forme de délinquance comme une forme de manifestation complètement nouvelle. On n'est plus dans les bonnes vieilles manifestations de la CGT ou de la FNSEA. On a des manifestants sincères qui servent de paravent, mais parfois en l'acceptant, à de la guérilla urbaine. Et ça, c'est pas acceptable. Et ce qui impose aux forces de l'ordre de revoir tout leur mode d'emploi pratiqué en matière de maintien de l'ordre. Donc il y a forcément parfois des hésitations, des expérimentations. C'est pas une science exacte et je crois qu'on doit soutenir très fermement nos forces de l'ordre dans ces conditions. Un mot très rapidement, il nous reste que 30 secondes. On le disait, le budget va être examiné. Dans le budget de la sécurité des forces de l'ordre, il est en hausse de 500 millions d'euros cette année avec des créations de postes de policiers, de gendarmes. Vous dites que le gouvernement fait ce qu'il faut ? Non, il le fait pas assez. Il le fait pas assez. On est sur la création de 0,6% des effectifs pour les forces de l'ordre, alors qu'on aurait dû libérer beaucoup là, plus la droite, de temps. Les avait baissé, oui, mais on aurait dû libérer, oui, mais au moment où la délinquance baissait et on n'avait pas les manifestations d'aujourd'hui où il n'y avait pas de vague terroriste et pas de vague migratoire. Donc le contexte n'était pas le même. Aujourd'hui, les policiers et gendarmes passent les 2 tiers de leur temps à la procédure pénale et 1 tiers seulement sur le terrain. On ne change pas ce rapport et il manque surtout l'investissement. Si on crée des postes mais qu'on ne rattrape pas l'investissement, ils continueront à travailler dans des locaux insalubres et avec des véhicules dangereux et avec un équipement qui manque. Il n'y a pas le paquet sur l'investissement que l'on attendait. Merci beaucoup. Merci François Grosdidier d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, c'est Jean-Michel Blanquer, l'invité politique Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Mais avant ça, on va voir un extrait d'Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier, Francis Letellier recevait, on en parlait, Guillaume Pelletier, le vice-président délégué des Républicains. Il est revenu sur le congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui. Emmanuel Macron y est attendu et Guillaume Pelletier espère qu'il ne jouera pas au marchand de sable avec les maires. On l'écoute. Le congrès de l'Association des maires de France qui débute cette semaine, un congrès
où Emmanuel Macron sera présent demain. L'année dernière, il n'y était pas. Selon les Échos, il va appeler à une union sacrée, à jouer la carte du contact direct avec les élus. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Il était temps, et j'espère qu'il s'appliquera d'abord ce mot d'ordre juste d'union à lui-même. Lui qui incarne depuis le début de son mandat un président de division, de fragmentation des territoires, tant il a abîmé le rapport entre l'État et les collectivités. Depuis le grand débat est passé par là, Guillaume Pelletier. Oui, mais je trouve que sa prise de conscience est tardive, d'une part, et j'espère que demain, il ne jouera pas au marchand de sable ou d'illusions, et qu'il sera en capacité de faire des propositions très concrètes aux grandes urgences que nous vivons sur la santé, sur la mobilité ou sur le financement des communes rurales. Des mesures très, très concrètes. Vous pouvez aller plus loin? Est-ce que vous pouvez nous préciser, vous dire ce que vous attendez? Une mesure précise. Par exemple, la première préoccupation dans nos territoires, confirmée d'ailleurs à l'occasion du grand débat que vous évoquiez à l'instant, c'est le rapport à la santé et à la médecine de proximité. Vous savez que dans nos territoires, nous n'avons plus accès à des médecins généralistes. Eh bien, j'espère que ce sujet va être abordé. Nous avons des propositions concrètes, j'en fais 2 ce soir. Est-ce qu'il va oser avancer sur le cumul emploi-retraite pour tous nos médecins qui sont à la retraite aujourd'hui et qui veulent servir dans les territoires mais qui ne le peuvent pas parce que leurs cotisations retraite ne leur servent pas. Donc il n'y a pas d'intérêt pour eux aujourd'hui à servir les territoires ruraux. Deuxièmement, je vais même un peu plus loin. Avec quelques dizaines de collègues parlementaires, j'ai déposé un texte de loi dont je parle dans mon livre Milieu de cordée qui vise à réguler la liberté d'installation des jeunes médecins pendant 2 années, comme l'ont fait les Allemands et les Québécois, parce que l'enjeu est tel dans nos territoires qu'on ne peut plus laisser la souffrance de nos compatriotes. Concrète. Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Et Jean-Michel Blanquer, on va commencer avec l'ouverture aujourd'hui de ce 102e congrès des maires de France. Emmanuel Macron n'était pas présent devant les maires l'année dernière. Il sera là cet après-midi. Il prononcera un discours. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Une opération séduction, une opération politique à 4 mois des municipales? Non, il faut y voir simplement un événement républicain normal. Vous savez, le lien entre le président de la République et les maires est un lien naturel en quelque sorte. On dit souvent que c'est d'ailleurs les 2 catégories d'élus, avec une seule personne dans l'une des 2 catégories, qui sont les plus connus et reconnus des Français. Et donc il y a quelque chose d'assez naturel dans ce lien. Ça n'a pas toujours été évident au début du quinquennat, les liens étaient un peu plus distendus avec vous savez, de l'État et les maires. On a parfois la mémoire courte, parce que moi j'ai souvenir de quinquennats précédents ou même de septennats précédents où ça n'était pas si simple que cela et où il n'y avait pas cette régularité non plus d'expression devant le congrès des maires. Donc qu'il y ait des divergences de vues, parfois ça peut arriver, mais les maires eux-mêmes ne sont pas homogènes, heureusement. Vous avez quelques 35 000 maires, ils ne pensent pas tous la même chose non plus, donc je pense qu'on ne peut pas généraliser ou globaliser. Par contre, il y a un climat, une atmosphère qui est bonne, et on l'a vu au moment du grand débat, c'est-à-dire les maires, même quand ils peuvent avoir des désaccords avec le gouvernement ou avec le président, sont dans une logique républicaine qu'il faut saluer. Allez, on va parler de vos dossiers. Vous aussi, vous serez devant les maires, mais vous y étiez déjà l'année dernière. Parmi les mesures que vous avez mises en place, il y a ce dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. C'est une mesure qui est saluée par les élus. Est-ce que vous allez poursuivre à d'autres classes? Oui, et d'ailleurs, le président de la République lui-même s'y est engagé à la fin du grand débat, qui d'ailleurs était aussi un moment de grande rencontre avec les maires. Ce n'était pas une rencontre, c'était de très nombreuses rencontres et des dizaines d'heures passées avec les maires. Et une des conclusions, et une conclusion qui évidemment me plaît beaucoup, si je puis dire, c'est que nous allons aussi dédoubler les grandes sections de maternelle en réseau d'éducation prioritaire, ça veut dire dans 20% des territoires, au moment même où je mets considérablement l'accent sur l'école maternelle, parce qu'elle est avec l'instruction obligatoire à 3 ans, parce que nous savons qu'elle détermine énormément de choses si nous voulons lutter contre les inégalités en milieu urbain comme en milieu rural. Donc les grandes sections maternelles, vous y réfléchissez pour les CE2, les CM1, les CM2? Non, je pense que ce qui est très important, vous savez, c'est les premières années de la vie. Donc tous les efforts vont beaucoup porter sur l'école maternelle en général, donc petite, moyenne et grande section. Le dédoublement n'est pas la seule mesure imaginable. On ne va pas forcément aller plus loin que ce que l'on fait déjà, qui est énorme, puisque c'est 300 000 enfants qui sont touchés aujourd'hui. Ce sera 450 000 quand on aura fait la grande section de maternelle, donc c'est déjà très conséquent. Par contre, on doit améliorer le taux d'encadrement à l'école maternelle. Moins d'élèves par classe
en petite, moyenne et grande section. Là aussi, c'est une garantie que le président a donnée, et le Premier ministre et moi-même aussi, bien sûr, c'est-à-dire pas plus de 24 élèves par classe dans toute la France, tout territoire confondu, en grande section, en CP et en CE1. Parce que, encore une fois, il faut bien avoir en tête que ce genre de choses, c'est efficace les premières années de la vie, au moment où on doit faire un très bon départ scolaire à tous les enfants. Alors, un récent rapport que vous avez vous-même commandé souligne le fait que 70% des élèves qui devraient bénéficier de cette mesure y échappent. Est-ce qu'il faut modifier la carte scolaire? Vous avez semblé repousser un peu cette échéance. Est-ce qu'il y aurait urgence à modifier la carte scolaire? L'enjeu, c'est pas tant la carte, parce que le problème de la carte, c'est que justement, vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Et même si vous êtes... ceux qui, avant moi, et avant cela, dans les différentes phases précédentes, ont fait ces cartes, n'étaient pas moins intelligents que nous. Simplement, à partir du moment où vous faites une carte, vous avez des gens dedans et des gens dehors. Or, bien sûr qu'il y a des élèves, vous pouvez même être un élève de milieu très défavorisé dans un établissement qui ne l'est pas, et donc vous échappez à des politiques sociales. Mais 70%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas nouveau, on sait bien que ça a toujours été comme ça, puis ça dépend comment on calcule. Peut-être on peut s'alarmer un peu moins que ce que ce chiffre peut donner, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup trop rigide avec des effets de seuil. Donc, on veut travailler là-dessus, notamment pour avoir des politiques sociales efficaces pour tous les enfants qui en ont besoin, quels que soient les territoires. Et notamment ne pas avoir de différence, enfin, si, avoir des différences, mais ne pas oublier les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains. Ça, c'est un point majeur, c'est un des éléments du rapport. J'ai d'ailleurs... Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a une inégalité entre ces territoires ruraux et ces territoires urbains? Alors, elle n'est pas en termes de moyens. Il ne faut jamais justement opposer les deux, parce que, par exemple, les territoires ruraux ont des taux d'encadrement bien plus favorables que les territoires urbains, même en réseau d'éducation prioritaire. Vous avez 14 élèves par classe en Lozère, de la petite section jusqu'au CM2. Donc le sujet, il est moins là, il est dans notre capacité à être qualitatif. Par exemple, dans un département comme la Lozère, comment est-ce que nous contribuons à ce que l'école soit tellement dynamique, l'école rurale tellement valable, qu'on a envie de s'y installer, qu'un jeune couple a envie de s'y installer, d'y avoir des enfants et d'y vivre bien. C'est tout à fait possible, ça existe. Vous avez mentionné mon déplacement en Meurthe-et-Moselle hier, dans le reportage précédent. C'est exactement ce que j'ai vu hier à quelques dizaines de kilomètres de Nancy, où vous avez une école avec de l'allemand en immersif, des conditions de vie qui sont très bonnes. Et donc c'est cette stratégie qui fait qu'on est en alliance avec les maires ruraux d'ailleurs, en très grande alliance avec le monde rural que nous voulons. Alors cette éducation prioritaire, elle va effectivement évoluer. Il y a encore plusieurs semaines de concertation pour arriver aux décisions que l'on prendra. Vous parlez de l'allemand en immersif, ça m'amène à une autre question. Benjamin Griveaux, pendant sa campagne, a promis que les collégiens sortiraient bilingues du collège. Est-ce qu'il ne souligne pas en creux une des défaillances du système scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage des langues vivantes ? Alors l'apprentissage des langues vivantes n'est pas un point fort français, on le sait tous, parfois nous le vivons dans notre chair. C'est pourquoi on a des objectifs ambitieux en la matière, là encore quantitatifs et qualitatifs. Le président avait même fait un discours sur cette question, le discours de la Sorbonne, pour la France, mais aussi avec une ambition européenne, qui était de faire en sorte que tout élève de France, et si possible tout élève d'Europe, et on en parle avec nos homologues européens, maîtrise deux langues. Ce qui, entre parenthèses, est bon pour le français, parce que on en est très loin. Si les Européens maîtrisent deux langues, ça veut dire qu'ils maîtriseront l'anglais et éventuellement le français. Et en tout cas, c'est bon pour le développement du français. À l'échelle de la France, nous souhaitons qu'une langue soit maîtrisée à la fin de l'école primaire, d'autant plus que c'est avant 11 ans que vous avez votre plus grande plasticité du cerveau, plasticité cognitive, qui vous permet d'acquérir plus facilement une langue étrangère. Et puis la deuxième se consolide à l'occasion de l'enseignement secondaire. Donc nous sommes en train de prendre des mesures dans ce sens. C'était un des messages de mon déplacement d'hier, pour arriver à ce qu'on ait de plus en plus de la pratique immersive dès l'école maternelle, avec plus d'assistants de langue, plus d'utilisation des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, les instituteurs n'enseignent toujours pas systématiquement une langue vivante. Alors c'est quand même de plus en plus systématique, parce qu'un travail a été fait depuis une vingtaine d'années. On est quand même meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans sur cette question, mais nous restons encore beaucoup trop faibles. Et donc tout ceci passe par une meilleure formation des professeurs. On l'a accentué là dans la réforme de la formation des professeurs. L'usage des technologies, il y a des choses merveilleuses qui peuvent être faites intelligemment avec certaines technologies. Et nous avons même lancé des appels d'offres en la matière, dont je parlerai dans pas très longtemps. Et puis troisièmement, nous avons évidemment à travailler sur les assistants de langue, les échanges.
le doublement des bourses Erasmus, qui était dans notre programme aux élections européennes et qui va se réaliser avec la nouvelle Commission européenne, permettra d'avoir beaucoup plus de déplacements de professeurs. Quand vous êtes un étudiant qui se destine à être professeur, vous irez presque systématiquement, enfin il vous sera offert presque systématiquement d'aller faire un séjour à l'étranger. Ça ne sera pas obligatoire ? J'aimerais que ça le soit. Je vais, en tout cas, on va travailler pour que ce soit quasi systématique. Allez, l'autre mesure que vous avez mise en place, c'est cette scolarisation obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans. Alors là, c'est plus compliqué pour les élus, notamment les élus d'outre-mer. Hier, le sénateur La République En Marche de Guyane était à votre place sur ce plateau. Là-bas, 30% des enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés faute de place. On va écouter ce qu'il dit. Aujourd'hui, on scolarise des enfants à l'âge de 3 ans sur tout le territoire hexagonal et dans une partie de l'outre-mer et qu'en Guyane, et peut-être à Mayotte, que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. Moi, je plaide pour la double vacation. Alors, c'est vrai que ça fait hurler les syndicats, mais au Brésil et au Suriname, chez nos voisins, faute de place dans les écoles, eh bien, il y a la double vacation, une partie le matin, l'autre l'après-midi, et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Michel Blanquer ? Bon, comme vous le savez, je connais assez bien ce territoire pour y avoir exercé moi-même et à l'époque, avec d'ailleurs le président Karam, le sénateur Karam, qui était président de région, il soulève une vraie question. L'instruction obligatoire à 3 ans, c'est un progrès pour toute la France. Hier, en Meurthe-et-Moselle, j'ai vu des professeurs qui m'ont parlé, par exemple, d'une famille qui avait 3 enfants. Les 2 premiers n'avaient pas été à l'école maternelle et sont rentrés directement en CP. Et avec des retards en vocabulaire en particulier, en arrivant à 6 ans à l'école, qui sont très difficiles à rattraper ensuite, qui créent des premiers retards qui vont s'accumuler ensuite. Et la troisième, avec le troisième enfant, avec l'instruction obligatoire à 3 ans, elle est à l'école maternelle maintenant. Et elle y fait des progrès qui sont très importants. Donc c'est vraiment une mesure, notamment pour les milieux les plus défavorisés et qui parfois n'envoient pas leurs enfants à l'école. Et vous reconnaissez que ce n'est pas facile à mettre en place partout ? Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une mesure pour toute la France. Et a fortiori pour la Guyane et pour Mayotte, c'est une mesure très importante sur le plan social. Il faut bien avoir en tête qu'on part de loin pour Guyane et Mayotte, du fait de la démographie très particulière de Guyane, très forte de la Guyane et de Mayotte. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi la pente positive que nous sommes en train de prendre. Lorsque j'étais recteur de Guyane, le sujet c'était est-ce qu'on arrive à scolariser tous les enfants dès l'âge de 6 ans. Et on a fait de grandes améliorations depuis, mais c'était tout un sujet d'y arriver. Et donc maintenant, ça devient, même s'il reste encore des problèmes, bien meilleur qu'auparavant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être sur la bonne pente, c'est ce que nous sommes, et d'ailleurs le sénateur Karam le sait et le salue. On est passé de 60% des enfants qui allaient à l'école maternelle en Guyane à 70% grâce à cette rentrée. Bien sûr, il faut arriver à 100%. Et peut-être que ça passe par la mesure qu'il préconise, il a raison, en tout cas de proposer cette formule, et c'est quelque chose qu'on doit discuter localement pour voir si c'est la bonne formule pour arriver à 100%. Vous dites que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, oui, bien sûr, ça peut l'être. En tout cas, tout ce qui va dans le sens d'une scolarisation de 100% des enfants à l'école maternelle est bon. Et nous avons fait le maximum pour aller dans ce sens, y compris d'ailleurs sur un amendement Karam, lors du vote de la loi pour l'école de la confiance, où nous avons assoupli les conditions de construction pour que ça puisse se développer en Guyane. Alors vous parlez de la loi sur l'école de la confiance. Elle a pu parfois crisper certains élus. Vous allez aller au Salon des maires, au Congrès des maires aujourd'hui. Quel message est-ce que vous allez leur adresser ? C'est un message d'union, puisque même quand il y a crispation, il y a quand même accord, si je puis dire. C'est-à-dire que très souvent, le discours que me tiennent les maires sur la question du dédoublement ou sur la question de l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est vous nous créez un peu de contraintes supplémentaires, mais nous comprenons que ça va dans la bonne, que c'est bon pour nos administrés, pour les citoyens, pour les enfants, et donc on le fait avec un certain bonheur en réalité. Ils ont encore nos moyens. Et alors dans ces cas-là, ma réponse est aussi que nous les aidons quand même. C'est-à-dire que l'État est derrière les maires pour un certain nombre d'investissements, et notamment les investissements donc, pour l'aménagement des classes est devenu un investissement prioritaire. Donc les maires ont été aidés dans ce sens. Donc en réalité, on n'est pas en opposition avec les maires. Ce n'est pas une mesure dont ils ne comprennent pas le sens. Ils sont au contraire très heureux de la mettre en œuvre. Après, c'est des conditions matérielles de réalisation de la mesure qui se posent au cas par cas, pour lesquelles on a souvent apporté des solutions. Donc en réalité, ce n'est pas un sujet de crispation très fort. Il y a quand même des inquiétudes chez les maires, c'est notamment la question des fermetures de classes. Alors Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus de fermeture d'école sans l'aval des maires, mais il ne s'engage pas sur les fermetures de classes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que finalement dire on ne fermera pas les écoles, mais on peut fermer des classes, c'est pas une mesure en trompe-l'œil, c'est pas une promesse. Non, parce que d'abord, dire qu'on ne fermera pas d'école, c'est une mesure considérable. C'est considérable. C'est-à-dire, on garantit qu'il n'y a pas une fermeture d'école si le maire n'est pas d'accord avec cette fermeture.
Non, mais ça veut dire quand même qu'à la fin, si c'est une école à une classe, vous ne la fermez pas s'il n'y a pas accord du maire, quand même. En revanche, personne, je dis bien personne, ne peut dire, et d'ailleurs n'aurait raison de dire, je ne fermerai pas de classe. Ça n'est pas vrai. Parce que si vous voulez, si vous avez, prenez 2 écoles, une école de 2 classes avec 50 élèves, et une école de 4 classes, c'est le petit problème de maths du matin, une école de 4 classes avec 100 élèves. Et imaginez que l'année d'après, la première école, donc qui a 50 élèves, devient une école à 75 élèves, parce qu'il y a eu des déménagements. Et que la deuxième école à 100 élèves perde 25 élèves et devienne elle aussi une école à 75 élèves. Vous avez donc une école de 50, une école de 100 qui sont passées à 2 écoles de 75. Si vous n'avez pas fermé une classe dans l'une et ouvert dans l'autre, ça veut dire que vous créez une inégalité tout simplement. Et que vous allez avoir une école avec un taux d'encadrement bien plus favorable que l'autre, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas républicain. Donc il est tout à fait normal, parce qu'il y a des évolutions démographiques, d'avoir cette souplesse. Si on ne l'avait pas, ce serait un défaut. En revanche, ce qu'il faut, c'est aider les maires à ce qu'il y ait un rebond démographique dans chaque commune. Ça, oui. Passons à un sujet d'actualité. Les étudiants à Lyon sont toujours très mobilisés à la suite de l'incident qu'on connaît. Et vous, vous dites que l'État a encore beaucoup de progrès à faire pour aider les étudiants. Est-ce que des mesures concrètes vont être prises pour les aider et lesquelles? Alors, c'est un sujet sur lequel Frédérique Vidal s'exprime aujourd'hui même et travaille avec notamment les organisations étudiantes. Donc, c'est un sujet sur lequel elle doit s'exprimer, mais c'est un sujet sur lequel elle n'a pas été inerte tout au long des 2 années qui viennent de passer. Nous sommes un des pays qui fait le plus en matière de bourse étudiante. Je rappelle que c'est un budget de 5,7 milliards d'euros. C'est supérieur au budget du ministère des Affaires étrangères. Elle a encore augmenté ce budget à l'occasion de la rentrée, environ 45 millions d'euros. Par ailleurs, il y a eu des mesures sociales importantes qui ont été prises pour les étudiants, en particulier le fait de ne plus avoir à payer la sécurité sociale, ce qui est très important et qui crée d'ailleurs un accès universel à la sécurité sociale gratuit. C'est une économie de 240 € annuels. Donc tout ceci a été quand même l'objet de progrès ces derniers temps. Mais alors, hier, le Sénat a examiné le projet de loi de finances rectificative. Il y a 322 millions de crédits qui sont prévus pour l'enseignement supérieur qui ont été coupés, dont 35 millions pour la vie étudiante. C'est ça le signal que vous envoyez aujourd'hui aux universités? Non, encore une fois, les signaux qui sont envoyés, c'est un signal d'augmentation des dépenses. Ce que vous évoquez, c'est probablement des mesures de sincérisation budgétaire. Sur le budget 2019. Sur le budget 2019. Donc, ça n'a pas de signification sur sur les augmentations qui auront lieu en 2020. Donc non, je pense que au contraire, il y a un réel effort qui est fait. Maintenant, on doit tous avoir une vision beaucoup plus systémique et complète de ce qu'est la vie étudiante. Par exemple, sur la question du logement, la question de construction de logements pour les Crous ou de logements accessibles à des loyers peu onéreux, c'est évidemment un sujet ultra concret. La façon de se nourrir. Aujourd'hui, vous payez environ 3 € un repas si vous êtes boursier. Si vous êtes étudiant boursier, c'est aussi une mesure sociale importante. Vous avez aussi beaucoup d'étudiants qui se concentrent en région parisienne, c'est un des problèmes de la France, alors même que vous avez certaines universités dans différentes parties de la France qui pourraient en accueillir davantage, et avec une qualité de vie, il faut bien le dire, bien meilleure. On retrouve cette nécessité de moins être concentré dans les grandes métropoles en France, si on veut améliorer la qualité de vie. Donc c'est un sujet à multiples facettes que Frédérique Vidal prend évidemment très, très au sérieux et qui sans doute connaîtra encore de nouvelles évolutions. Le 5 décembre prochain, certaines catégories socio-professionnelles se regroupent pour manifester contre la réforme des retraites. Les centristes demandent la tenue d'une conférence sociale avant ce 5 décembre. Est-ce qu'il faut la tenir selon vous ? Bon, comme vous le savez, le Premier ministre s'exprimera demain sur ces questions et donc je laisse évidemment alors quand même, à dire ce qu'il souhaite dire sur ces enjeux. Ce qui est certain, c'est que... Mais la grande conférence sociale, vous n'êtes pas contre? Vous pensez que c'est une bonne idée? De façon générale, nous ne sommes pas contre le dialogue social. Vous savez, on cherche souvent dans le débat public à opposer les uns aux autres, mais en réalité, ce sujet, il pourrait être un sujet consensuel dans un pays qui serait un peu plus consensuel dans ses habitudes. Autrement dit, les données, elles sont sur la table. On a aujourd'hui le rapport du corps, il sera officiel après-demain. C'est établi par des experts. Le diagnostic, il est relativement clair. Donc à partir de là, c'est comment est-ce qu'on est suffisamment responsable, nous tous les Français, pour choisir la bonne formule. Comment on étale les choses dans le temps, donc sur quels facteurs on joue. Il n'y a pas d'un côté un gouvernement qui aurait un coffre-fort avec je ne sais quel argent magique.
et puis de l'autre, des acteurs qui chercheraient à tout prix à faire ouvrir ce coffre-fort. Ça ne marche pas comme ça. Alors, il y a des leviers pour arriver à plus de justice dans notre système de retraite. Et il faut faire des choix de maturité démocratique. Sur ce sujet, chez les enseignants, chez les professeurs, puisque leur retraite est actuellement calculée sur les 6 derniers mois, désormais elle sera calculée tout au long de leur carrière. Est-ce que les enseignants, les professeurs seront les grands perdants de cette réforme ? Non, parce qu'il a été défini à l'avance qu'ils ne le seraient pas. Autrement dit... Et comment ils peuvent ne pas l'être ? En améliorant leur rémunération en amont de la retraite. Puisque ce qui pourrait faire qu'ils soient perdants, c'est le fait qu'on ne calcule plus sur les 6 dernières années, mais sur la totalité de la carrière. Or, les débuts de carrière sont notoirement pas assez payés en réalité, mais depuis fort longtemps. Même si on a un peu amélioré ça, un professeur en début de carrière à la fin de ce quinquennat gagnera 1 000 € de plus par an que c'était le cas en début de quinquennat. Donc en 2022 par rapport à 2017. Donc on fait des progrès, mais on doit en faire davantage. Et c'est quoi les professeurs en début de carrière, pour préciser ? C'est ceux qui rentrent aujourd'hui dans le système ou c'est ceux qui y sont depuis déjà quelques années ? Non, c'est notamment ceux qui rentrent et ceux qui rentreront dans les temps à venir. C'est notamment donc pas ceux qui y sont déjà et qui sont des jeunes professeurs. Ça, c'est le genre de choses qui se discutent actuellement. Ceux qui sont déjà bénéficient des mesures dont je viens de vous parler. On essaye d'aller plus loin, mais c'est justement le genre de choses qui se discutent. Et j'ai créé un observatoire des rémunérations pour avoir une idée précise de cette question. Parce que vous savez, il y a 1 million de personnels à l'éducation nationale, donc les situations ne sont pas exactement les mêmes. On a besoin d'avoir une approche fine. Et c'est ce qu'on est en train de faire de manière assez précise et technique. Et cette augmentation va compenser le nouveau calcul qui leur sera appliqué ? C'est l'esprit dans lequel on avance. J'ai donné une lettre au syndicat il y a 2 semaines, à l'occasion de notre 2e grande rencontre sur ces questions, qui donne un certain nombre de garanties sur ces questions, notamment des garanties de méthodologie, parce qu'on poursuit la même finalité, c'est-à-dire avoir des retraites justes pour les professeurs comme pour le reste de la population, et d'avoir une vision concrète et complète de la relation entre rémunération et retraite. Tout ceci est très complexe, très technique, donc c'est normal de prendre son temps, et ce qui est important, c'est de partir sur des objectifs partagés, et donc de pouvoir y aller avec une certaine sérénité. C'est ce que nous faisons en ce moment dans le domaine de l'éducation nationale, et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais quand même, le malaise monte chez les enseignants, chez les professeurs, c'est une colère un peu sourde. Quand on voit qu'Emmanuel Macron décide, le jour de la grande mobilisation des hôpitaux, d'annoncer un plan d'urgence, est-ce que le signal envoyé, ce n'est pas que finalement, pour obtenir des choses, il faut descendre dans la rue ? Et est-ce que du coup, vous ne poussez pas les enseignants à descendre dans la rue ? Non, pas du tout, c'est même l'inverse. S'agissant des hôpitaux, le problème, il est identifié depuis longtemps, et on sait très bien qu'il y a un problème, et c'est pas le fait d'être dans la rue qui change quoi que ce soit. Ça accélère les choses. Non, il y a vous savez, ça fait 2 ans et demi que je siège au Conseil des ministres. Je peux vous dire qu'il en a été question très souvent. Il y a un plan santé 2022 qui est fait pour jouer sur les facteurs structurels de ces problèmes. Je ne vais pas m'exprimer trop sur la santé, mais si vous voulez, le problème de la santé, c'est que... le signal qui est envoyé d'annoncer ce plan d'urgence le jour de la mobilisation. Je vais y venir, mais on voit bien sur le sujet de la santé, mais on verrait des choses semblables pour l'éducation, qu'il faut distinguer le long terme. Par exemple, le nombre de médecins suppose pour être augmenté un travail qui n'a pas des effets du jour au lendemain, puis parfois des mesures de court terme pour tout simplement faire face à la situation. À l'éducation nationale, on a pris aussi des mesures immédiates de pouvoir d'achat. Par exemple, la prime en REP+, qui maintenant est très conséquente, elle est de 2 000 € par an. Elle le sera de 3 000 à la rentrée prochaine. On a pris des mesures d'augmentation du pouvoir d'achat dans ce budget. Donc on fait les choses tranquillement, sans avoir besoin de pression particulière. C'est ça, être aussi une démocratie sociale mûre, c'est-à-dire être capable de discuter sans avoir besoin que quiconque s'énerve. D'autant plus que sur ce sujet des rémunérations, j'ai dit depuis mon arrivée dans mes fonctions que oui, il y avait un sujet et qu'il méritait d'avancer. Et en effet, on avance. Dernière question sur ce malaise des professeurs. Avec la réforme du bac, il y a une partie du bac qui sera désormais en contrôle continu. Il y aura des premiers examens dès janvier. Est-ce que vous ne craignez pas que ça accentue les difficultés pour les professeurs qui pourraient être victimes de menaces, voire de pression de la part des parents d'élèves ? Non, parce qu'une des mesures du contrôle continu, c'est que la correction, elle est anonyme et elle est faite par quelqu'un d'autre que votre professeur. Donc ça fait partie, vous savez, quand on a élaboré le contrôle continu, dont je rappelle le sens aussi, le sens du contrôle continu, c'est de faire qu'il y ait un travail en continu de l'élève plutôt que du bachotage, notamment dans les classes de première et de terminale. Ce contrôle continu doit obéir à 2 objectifs. La simplicité et l'objectivité. Donc l'objectivité, elle passe par différentes choses. Une base de données des sujets, commune à toute la France, et puis une correction par quelqu'un d'autre que votre professeur. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque. C'est quand même un professeur du même lycée.
Pas forcément. C'est souvent un professeur du même lycée, mais pas forcément. Alors, vous lancez une grande opération avec Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand, pour sensibiliser les jeunes au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, vous savez, il y a une belle tradition avec Yann Arthus Bertrand, qui est d'avoir de magnifiques posters on les voit à l'écran, très bien, et donc qui sensibilisent les enfants et les adolescents aux grands enjeux planétaires. On voit qu'ils le sont maintenant, et d'ailleurs, probablement ce qui a été fait depuis une dizaine d'années y a contribué. Nous voulons aller toujours plus loin en la matière. Vous savez qu'on a élu des éco-délégués cette année, 250 000 éco-délégués dans toute la France. On dit chaque classe de collège et de lycée a normalement son éco-délégué. Et ça passe par de la sensibilisation, mais aussi par des actions concrètes au service de l'environnement dans l'établissement ou aux abords de l'établissement. Et donc avec Yann Arthus Bertrand, on veut lancer cette campagne de sensibilisation dès aujourd'hui, non seulement par l'affichage de ces magnifiques photos, mais aussi par le développement de programmes approfondis, puisque l'objectif n'est pas d'être superficiel en ces matières, mais vraiment d'aller au fond des choses. C'est d'ailleurs le sens des nouveaux programmes du lycée. D'aller au fond des choses, c'est aussi que beaucoup de nos élèves auront des métiers qui auront un rapport avec l'environnement. Ils contribueront à faire que notre planète aille mieux, parce qu'ils auront des métiers dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du bâtiment et autres, pour aller dans ce sens-là. Et ça passe évidemment par une sensibilisation dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été avec nous ce matin. Merci Christelle Bertrand. Merci. Demain à votre place, Monsieur le Ministre, ce sera Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, nous parlerons du Congrès des maires qui s'ouvre officiellement ce matin. Paris, porte de Versailles, des milliers de maires réunis pendant 3 jours. Et le temps fort de cette journée, c'est bien sûr le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui est attendu cet après-midi devant les maires. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous sommes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pour tenter de comprendre le quotidien de ces maires et son évolution, notamment en matière de compétences. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, des compétences qu'on leur enlève parfois et contre leur volonté. Sandra Cerquera et Samia Dechir sont allées à la rencontre du maire de Gonehem. C'est dans le Nord. Le 1er janvier prochain, la distribution de l'eau potable va être transférée à la communauté de communes. Un transfert dont il ne veut pas. Il va expliquer pourquoi. Nous sommes à Gonehem, un village du Pas-de-Calais, où une station de traitement de l'eau potable a été créée par 6 communes. Des communes qui n'avaient pas d'approvisionnement en eau et ont décidé de se regrouper en syndicats il y a une quarantaine d'années. Ludovic Torel, vous êtes l'un des 3 techniciens qui vous occupez de la structure au quotidien. L'eau qui arrive, elle est traitée ici ? Oui, ici nous avons la station de traitement, nous avons les 4 cuves qui nous servent à enlever le fer de l'eau. Et du chlore est injecté pour enlever les bactéries s'il y a. Et en cas de problème, c'est à vous qu'on s'adresse. Oui, donc on téléphone et nous on essaie d'intervenir dans les 5-10 minutes. Comme on connaît le réseau, on intervient assez vite. Que ce soit un problème de manque d'eau, problème de fuite d'eau, donc dans les 5-10 minutes, comme on connaît bien le réseau, ça nous permet d'intervenir assez vite. Et tout ça, ça a un coût. Il y a eu beaucoup d'investissements de fait. En 2003, on avait quand même plus de 220 fuites à l'année. Donc on a investi pour environ 5 millions d'euros pour les travaux, ce qui consiste à changer les conduites d'eau, les branchements. On a changé aussi nos filtres et on a changé de plus de 40 km de conduite, aussi bien plus de 1000 branchements et maintenant de 226 fuites, si je me souviens bien, on est à environ 20 fuites à l'année. Donc on a moins de pertes, un meilleur rendement. L'an prochain, la station de Gonehem approvisionnera 100 communes au lieu de 6. C'est la conséquence de la loi NOTRe votée en 2015 qui rend obligatoire le transfert de cette compétence aux intercommunalités. Et c'est ce qui inquiète beaucoup les maires. Ouais, viens Ludo là. La fuite du tilleul, elle est réparée ? La fuite est réparée, les vannes sont ouvertes, les purges sont ouvertes également. Donc il n'y a plus d'eau rouge ? Il n'y a plus d'eau rouge, non, tout est réglé.
Nous sommes dans les bureaux du syndicat des eaux de Gonehem, où se trouve le système de télésurveillance qui permet de vérifier l'état du réseau. Guy Bouvard, vous êtes maire de Saint-Floris, une des communes approvisionnées par la station. Pourquoi est-ce que vous redoutez tant ce transfert de compétences ? Disons que je suis donc le président des 6 communes qui regroupent le syndicat intercommunal des eaux de Gonehem, que l'on voit ici en orange, et nous allons passer à 100 communes. Donc on a actuellement un service qui fonctionne très bien et qui est très réactif. Dans l'heure qui suit, les services sont sur place pour réparer la fuite. À l'avenir, est-ce qu'on aura encore la même réactivité ? Ce n'est pas sûr du tout, puisque le périmètre sera beaucoup plus étendu. On se pose des questions. Pourquoi fusionner et enlever et supprimer un service qui fonctionne très bien ? Et vous redoutez aussi une hausse du tarif de l'eau ? Alors, le prix de l'eau actuellement chez notre syndicat est à 1,53 € du mètre cube. Quand on regarde d'autres syndicats intercommunaux ou des communes qui sont en DSP, c'est-à-dire en délégation de services publics, les tarifs varient entre 2 € et 2,50 € du mètre cube. Donc on a peur également d'une uniformisation du prix de l'eau sur toute l'agglo et ça va nous faire augmenter le prix. Avec ce transfert de la gestion de l'eau aux intercommunalités, les maires se sentent une fois de plus dépossédés de leurs prérogatives. Le Sénat a voté pour que ce transfert devienne optionnel dans la loi Engagement et Proximité. Reste à savoir si l'Assemblée nationale suivra lors du réexamen du texte cette semaine. Voilà pour ce reportage de Sandra Cerquera et Samia Decher à retrouver tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on parlait de la compétence eau. Sandra posait la question de savoir si l'Assemblée nationale allait suivre ce qu'avait voté le Sénat, qu'il avait rendu optionnel. Eh bien c'est mal parti, puisque déjà en commission à l'Assemblée nationale, les députés l'ont à nouveau rendu obligatoire. L'Assemblée qui est partie pour détricoter cette loi Lecornu et le travail du Sénat en tout cas. Oui, c'est vrai. Le Premier ministre l'a dit devant les présidents des intercommunalités, il n'est pas question de détricoter cette strate, l'intercommunalité. À la fois, on peut comprendre quand même le désarroi des élus qui se voient dépossédés de certaines compétences pour lesquelles ils ont été élus au suffrage universel direct, donc auprès de leurs concitoyens. Donc on peut comprendre leur colère, d'autant plus que c'est donné à une strate supra-communale, l'intercommunalité, qui elle n'a pas de légitimité démocratique. Donc on peut comprendre cette colère. Pour autant, est-ce qu'il faut leur redonner pour régler le problème ? Je ne sais pas. C'est une question qui est posée parce que les politiques publiques doivent être menées quand même à une échelle plus importante, plus large, qui doit dépasser les limites communales, les frontières communales, parce que ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de mutualiser, ça permet aussi de répondre au plus grand nombre. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente entre intercommunalités. Peut-être faut-il aller aussi vers le suffrage universel direct des intercommunalités, dans certains cas, peut-être pas dans tous. Yves Tréhard, des maires qui se sentent dépossédés de leurs compétences, et on le voit dans le reportage, ils expliquent clairement pourquoi, ils expliquent leurs sentiments. Parce que big is not always beautiful. C'est-à-dire, et c'est tout le problème des collectivités territoriales aujourd'hui. Je dirais que le lieu commun et la volonté commune, c'est de dire plus on est nombreux, plus on mutualise les moyens et plus on est fort. Et c'est tout le contraire qui se produit. Les grandes régions là, qui ont été construites par M. Hollande, c'est nul et non avenu, je dirais. C'est ni fait ni à faire. Ça a été dessiné n'importe comment et ça ne résout rien. Ça coûte plus cher. Après, il y a les métropoles. On dit, on va faire des métropoles. Les métropoles, c'est une guerre. Ça rajoute une pièce au millefeuille là où on devait en retirer une. Après, on dit l'intercommunalité, vous allez voir, ça va faire des économies, ça va être plus efficace. Sauf que les maires sont absolument pas favorables à ça. Les populations ne sont pas d'accord avec ça parce que eux, ce que les populations veulent, elles, c'est que le maire, leur maire, celui qu'elles ont élu, décide et non pas du tout l'intercommunauté. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Déjà, c'est un mauvais signe. Résultat des courses, vous avez perçu d'une chose, c'est que tous les maires concernés vous disent que ça ne fait pas faire d'économie d'échelle. Donc, moi je veux bien, on raisonne sur le papier, mais une fois que vous rentrez, écoutez, sincèrement, c'est pas le nombre de communes qui est un poids pour la France et qui coûte cher à la France. C'est pas du tout ça. C'est la bonne gestion communale, ça c'est absolument de rigueur, et puis après, une autre organisation où il faudrait probablement alléger la charge. Mais l'intercommunalité, ça rajoute encore quelque chose de supplémentaire qui coûte cher et qui est
probablement peu efficace. Allez, des maires qui attendent de pied ferme Emmanuel Macron cet après-midi. Pierre Dumazot, le président de la République, qui sera au Congrès des maires de France, contrairement à l'année dernière. Il joue gros cet après-midi, Emmanuel Macron. À 4 mois des élections municipales, oui, il joue gros. Surtout que l'année dernière, effectivement, il n'avait pas daigné se rendre à ce congrès. Il est attendu de pied ferme. Alors, François Baroin nous a dit que l'accueil serait évidemment très respectueux, très républicain. Cependant, il va falloir quand même apporter des réponses parce que le chef de l'État s'est réveillé tard, à mon sens, pas seulement sur les maires, mais sur tous les corps intermédiaires où pendant 1 an et demi de quinquennat, on a dit que finalement on pouvait s'en passer. Et puis tiens, on s'est rendu compte, gilets jaunes et contestation oblige, que finalement, c'est quand même assez pratique. Donc, des réponses là-dessus, des réponses sur la suppression de la taxe d'habitation, des réponses sur les baisses des dotations et des réponses aussi sur la crise des vocations. C'est ça aussi. À 4 mois des municipales, il y a quand même 1 maire sur 2 qui ne veut pas rempiler. Ça, c'est un chiffre aussi inquiétant. Avant de parler du fond du discours et de ce qu'on peut attendre, notamment vous en parlez ce matin dans le Figaro, Yves Tréhard, on va voir avec vous, Alex, qui remontait les archives, que ce n'est pas si facile pour un président de la République de se rendre devant les maires. Oui. Et oui, le discours devant les maires de France, c'est souvent un exercice compliqué pour les présidents de la République. Et c'était le cas en 2016 pour François Hollande, qui faisait face à la grogne des élus contre la baisse des dotations. Il avait même été obligé de lâcher du lest devant les maires. Écoutez-le. Alors j'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017. La baisse prévue des dotations se fera. J'en vois qui n'auraient sans doute pas voulu que je prenne cette décision et que j'en reste à la situation antérieure. Et François Hollande sous les sifflets des maires de France. Pas facile non plus pour Nicolas Sarkozy en 2010 avec sa réforme territoriale qui notamment doit développer les métropoles et qui fait face à une forte opposition des élus locaux. Mais Nicolas Sarkozy compare cette réforme tout simplement à une autre grande réforme de l'histoire de France. Écoutez-le. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil ont eu le courage d'affronter toute une partie de leur majorité sur la question si difficile, si douloureuse des femmes, de la maîtrise de leur sexualité, de leur grossesse, et qu'il y a eu la première loi sur l'IVG. Ça s'est passé dans quel climat? Dans quelles oppositions? Dans quelles intolérances? Ainsi va la France. Il n'existe pas de grande réforme sans qu'il y ait des grands débats et des grandes oppositions. Alors souvent, l'actualité nationale s'invite dans ce congrès des maires de France. Et en novembre 2007, on était en pleine grève des cheminots contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Tiens, déjà ce sujet. Et Nicolas Sarkozy a profité de son discours pour adresser un petit message à ses amis les cheminots. Regardez. Pour moi, dans un tel conflit, je ne veux pas qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Jusqu'au bout, je resterai déterminé. La réforme se fera, que nul n'en doute. Mais jusqu'au bout, je resterai ouvert parce que c'est mon devoir. Mais je dis qu'il faut savoir terminer une grève lorsque s'ouvre le temps de la discussion. Dans une démocratie civilisée, on arrête la grève avant de mettre une économie à genoux. Dans une démocratie aboutie, la majorité doit l'emporter sur une minorité très minoritaire, fût-elle violente. Et dans une démocratie, le devoir du président de la République, c'est d'être un homme de fermeté et de dialogue. Et voilà pour ce discours de Nicolas Sarkozy en novembre 2007. On va finir par le dernier discours de Jacques Chirac devant les maires de France en novembre 2006. Là encore une fois, l'actualité s'invite et il a parlé de laïcité et de communautarisme. Regardez. La République ne saurait accepter que l'identité d'un citoyen soit définie par la communauté dont il se réclame ou à laquelle on veut le réduire. C'est pour cela qu'il était essentiel de créer une haute autorité pour lutter contre les discriminations. C'est pour cela qu'il fallait réaffirmer le principe de laïcité. La laïcité,
c'est la garantie donnée à chacun qu'il peut vivre librement, sereinement, sa religion ou ses convictions. Et voilà, on va voir si Emmanuel Macron, cet après-midi, profite de ce discours au maire de France pour faire des petits messages sur la laïcité, sur le communautarisme ou sur les grèves qui approchent. Eh bien, on suivra ça, bien sûr. Yves Tréhard, dans Le Figaro, ce matin, vous révélez les grandes lignes du discours du chef de l'État. Et on voit qu'il va se concentrer sur le régalien, justement, sur ces questions de sécurité, de lutte contre le communautarisme, et peut-être pas forcément sur les sujets sur lesquels il est attendu, comme la réforme de la taxe d'habitation. Non, mais c'est vrai qu'il y avait deux options. Hier après-midi, sur la table du président de la République, je crois, il y avait d'une part parler effectivement des réformes qui concernent et qui préoccupent les collectivités territoriales, ou alors faire un grand discours qui s'occupe plus particulièrement, qui concerne plus particulièrement effectivement la laïcité, les listes communautaires, les choses comme ça, des sujets qui sont d'actualité. Et je crois qu'il a pris la deuxième option, effectivement. Comment vous l'expliquez? C'est parce qu'il y a Édouard urgence. Philippe, les sujets compliqués et accessoirement les sifflets? Enfin, les sujets compliqués, je vais vous dire une chose, l'histoire de la laïcité, c'est bougrement compliqué. Et si le président de la République a mis tant de temps à s'exprimer sur ce sujet, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver le bon moyen d'y entrer. Il nous a envoyé quelques cartes postales ici ou là sur la laïcité, sur le port du voile, sur la sécurité depuis la rentrée. Mais vous savez que tout le monde attendait un grand discours sur la laïcité. Il ne savait pas trop Et ça pourrait être cet après-midi le distribuer, ce discours. Ça pourrait être cet après-midi, parce que là, il s'adresse à des maires qui sont des relais très importants. Il peut compter sur eux, je dirais, parce que les maires sont en plus des élus qui sont les élus préférés de la nation. Donc ça pourrait avoir une signification qu'il s'adresse à eux, et ça pourrait avoir une portée. Donc c'est peut-être l'occasion ou jamais. Surtout que sur ce sujet, je pense qu'avec les maires, il trouvera un écho généralement très favorable. Pierre Dumazo. Oui, c'est vrai, je pense que les maires seront effectivement à l'écoute sur ce sujet aussi sensible et difficile que la laïcité. On a vu que le chef de l'État avait du mal à se saisir de ce sujet, comme vous l'avez dit, Yves, qui cherchait comment un petit peu même en sortir. Et l'opposition pressait Emmanuel Macron de se prononcer. Et donc, effectivement, moi je pense que cet après-midi, cette solution, en tout cas de grands discours, est une bonne chose. Simplement, il ne faut pas que ce soit une sorte de discours de politique générale à mi-mandat. Il faut aussi répondre, à mon avis, aux interrogations extrêmement concrètes des maires. Oui, parce que est-ce que c'est forcément le discours que les maires attendent cette non, je pense, si, c'est des sujets importants, bien entendu, mais ils attendent des réponses sur, en effet, la suppression de la taxe d'habitation, sur la décentralisation, sur le texte engagement et proximité, mais à vrai dire, aujourd'hui, l'exécutif n'est pas en mesure de répondre à ces questions. D'abord, on le voit bien, le texte engagement et proximité est arrivé hier en séance publique à l'Assemblée nationale. Effectivement, le texte qui avait été adopté par les sénateurs est en train d'être détricoté. Le prochain texte sur la décentralisation n'arrivera qu'après les municipales. Et quant à la suppression de la taxe d'habitation, aujourd'hui, sur la question de la compensation, le scénario n'est pas encore abouti. Donc, quelle réponse peut-il apporter aujourd'hui? Aucune. Réellement, aucune. Alors il va travailler, il va plutôt être sur le style, il va plutôt être sur des sujets effectivement régaliens, mais pas sur les détails techniques. Cela dit, je pense que jeudi, le Premier ministre en parlera lors de la séance de clôture. Oui, c'est évidemment. Ça, il en parlera, mais il n'apportera, je pense, pas grand-chose, parce que rien n'est encore véritablement décidé à ce stade. Et pourtant, les maires, ils attendent des réponses concrètes. Qu'est-ce qui va se passer si ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe n'apportent de réponses concrètes à leurs préoccupations? Premier rang desquels, cette fameuse réforme de la taxe d'habitation et sa compensation. Oui, mais la taxe d'habitation, à mon avis, va leur apporter une réponse. C'est-à-dire que la taxe d'habitation va être supprimée pour 100% des communes. Oui, mais c'est la Après, compensation. c'est la compensation qui inquiète les maires. La compensation. C'est ça qui n'est pas réglé encore. Non, en fait, je vais vous dire, c'est un débat qui est quand même assez particulier, parce que la compensation, ils l'auront. Ils l'auront. Simplement, les maires, ce qu'ils ne veulent pas, c'est perdre du pouvoir. C'est-à-dire que l'histoire de la taxe d'habitation, elle est là. C'est que la taxe d'habitation, elle est fixée en conseil municipal par les maires eux-mêmes. C'est un pouvoir qu'ils ont vis-à-vis de leur administré. C'est d'ailleurs le consentement des administrés à leur propre gestion. Et donc, ce qui est très gênant dans cette histoire de la suppression de la taxe d'habitation, c'est une façon, si vous voulez, pour l'État de reprendre la main sur un sujet qui est très important, qui est celui des finances publiques.
Et c'est ça que les maires ont beaucoup de mal à accepter. C'est plus psychologique que financier, même si évidemment c'est un levier financier important pour les maires. Mais après, de savoir quelle est la compensation, s'ils sont compensés au centime près d'euros, c'est pas un sujet. Après, c'est un sujet pour le contribuable, mais au niveau national. C'est-à-dire comment l'État va pouvoir compenser dans le budget l'équivalent de la taxe d'habitation. Il est là le sujet. Mais je trouve que ce qui est gênant, c'est effectivement que ça leur retire du pouvoir. Oui, la question de la compensation, c'est surtout ce que veulent les élus, c'est de la fiscalité locale. C'est ça dont ils veulent. Ils veulent toujours avoir un pouvoir de taux. D'ailleurs, c'est assez discutable cette question parce que en Allemagne, c'est quand même un pays qui est très décentralisé. Pour autant, les Länder n'ont pas un grand pouvoir de taux. Ils lèvent très peu l'impôt local. Ils se partagent surtout des impôts nationaux. Ça ne les empêche pas d'être décentralisés. Alors, est-ce que l'autonomie fiscale est une condition sine qua non à la décentralisation ? C'est une question qu'on peut poser et que le gouvernement devrait d'ailleurs ouvrir, je trouve. Et on suivra bien sûr tout ça sur l'antenne de Public Sénat et dans cette émission tout au long de la semaine. L'autre actualité du jour, c'est l'effondrement de ce pont hier en Haute-Garonne. On va tout de suite se rendre à Toulouse, retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi. Merci d'être avec nous ce matin. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur l'effondrement de ce pont ? Bonjour, effectivement nous avons consacré 3 pages spéciales aujourd'hui à ce terrible drame qui s'est produit hier matin à Mirepoix-sur-Tarn. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse. Donc dans l'effondrement de ce pont, il y a 2 victimes, une jeune fille de 15 ans, une lycéenne qui se rendait dans son établissement, et puis le conducteur d'un poids lourd. Un drame qui a suscité une vive émotion dans les 2 communes de Bessières et de Mirepoix-sur-Tarn, puisque les 2 victimes sont originaires de ces deux localités. Donc il y a 3 pages spéciales avec des photos assez spectaculaires de cet effondrement. Et on fait également un point sur l'enquête. Visiblement, d'après les premiers éléments des gendarmes, il semblerait que le camion qui s'est engagé sur ce pont faisait près de 44 tonnes, puisqu'il avait un chargement, une foreuse, et que les panneaux à l'entrée de ce pont indiquent bien que normalement, on ne doit pas dépasser un tonnage de 19 tonnes. Donc tout cela est à prendre évidemment avec prudence, puisque c'est le début de l'enquête des gendarmes, et visiblement, il y avait un problème de tonnage trop important de ce poids lourd. Ce que vous nous dites ce matin, d'après les premiers éléments de l'enquête dont vous disposez, c'est que ce n'est pas un problème d'entretien de ce pont, hein. Absolument. Et d'ailleurs, nous avons 2 interviews intéressantes. D'abord, celle du maire de Mirepoix-sur-Tarn, qui nous indique, au-delà, il nous parle évidemment de sa vive émotion, et il nous indique qu'à plusieurs reprises, il avait fait des signalements aux gendarmes en leur indiquant que des camions dont le tonnage visiblement était bien plus important que ce qui est autorisé sur ce pont suspendu, franchissaient le Tarn à cet endroit. Et d'ailleurs, les gendarmes avaient organisé ces derniers temps de nombreux contrôles. Et puis on a un deuxième témoignage, celui du président du conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric, qui a la charge de l'entretien de ce pont et qui nous indique très clairement, et il a d'ailleurs transmis des informations au procureur et aux gendarmes, que ce pont faisait l'objet de contrôles très réguliers et que la dernière inspection avait eu lieu il y a moins d'1 an, en décembre 2018, et qu'aucune anomalie n'avait été relevée sur ce pont. Merci beaucoup, merci Éric Berger d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner les dernières informations. On va revoir la une de la Dépêche du Midi. Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn. À qui la faute ? C'est la question que vous posez ce matin à la une de votre journal. Merci Éric Berger. On a beaucoup parlé, c'est vrai, de cette question d'entretien des ponts, mais là, d'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que ce n'est pas l'entretien qui est en cause, c'est un surtonnage de ce poids lourd qui serait passé à ce moment-là. Mais avec tout le buzz qu'on a fait, ça y est, maintenant, tous les ponts sont pas au niveau, voilà. Non, mais c'est ça, c'est le problème du système médiatique quand même qui est grave. C'est très grave.
Là, on a un camion qui est trop lourd pour passer sur le pont. Bon, bah, point final, quoi. C'est-à-dire, on va pas se mettre en disant, voilà, c'est la catastrophe à chaque fois qu'on passe sur un pont. Alors, certes, il y a eu un rapport qui a été rendu, il y a plusieurs rapports qui ont été rendus qui montrent que plusieurs ponts, malheureusement, sont un peu vétustes et qui mériteraient d'être restaurés, peut-être complètement refaits de A à Z. Et justement, mais tenons-nous, si on peut, nous autres journalistes, s'en tenir aux faits et dire que là, en question, c'est rien de tout ça qui est en cause, mais parce qu'il y a un camion qui pèse 3 fois plus lourd que ce qui est autorisé sur ce pont, eh ben, je pense qu'on aura fait notre travail. Et on aura fait notre travail en disant aussi que quand un pont est fait pour recevoir tel tonnage, on ne doit pas être plus lourd. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas estimer que partout en France, les ponts doivent être en capacité de recevoir la circulation d'une autoroute ou de convois exceptionnels. Enfin, soyons raisonnables, quoi. Vous parliez du travail du Sénat. Non, mais on a compris. On est complètement... C'est pas à qui la faute. À qui la faute, c'est pas la question. On a la réponse. Alors, tonnage trop lourd. Il faudra attendre. On va attendre les conclusions de l'enquête. Cela dit, ça me paraît assez, ça me paraît assez peu. Si vous voulez, si vous mettez un éléphant dans une baignoire, la baignoire, elle va pas tenir. Hein. Allez, on va attendre les conclusions de l'enquête, mais on va écouter, vous parliez du travail du Sénat, on va écouter le président de la mission d'information, Hervé Maurey, qui a alerté sur la sécurité des ponts et qui dit que le gouvernement n'a pas suivi ses recommandations et n'a pas mis de crédit dans le budget. On va voir ce qu'il dit. Le gouvernement serait bien inspiré de comprendre qu'il est temps d'agir avant qu'il y ait d'autres catastrophes, et des catastrophes peut-être encore plus graves que celle-là. On n'a pas observé, notamment dans le projet de loi de finances pour 2020, des crédits qui auraient été majorés ou qui auraient même été simplement prévus pour aider les collectivités locales à faire face à l'entretien de leurs ponts. L'État, comme il s'était engagé, augmente progressivement les crédits qu'il consacre à l'entretien de ces ponts, des ponts qui relèvent de l'État, et c'est une bonne chose, même si ces crédits sont encore aujourd'hui insuffisants. En revanche, il n'y a rien de prévu pour aider les collectivités locales à assurer la surveillance et l'entretien de ces ponts. Alors, dans le cas précis du pont qui s'est effondré hier, effectivement, l'entretien ne semble pas en cause, mais ce rapport du Sénat alertait sur le fait que 10% des ponts en France présenteraient un risque et que le gouvernement ne débloque pas les crédits suffisants, ne prend pas les mesures suffisantes. Oui, après, il y a pas d'argent, peu d'argent pour les ponts, il n'y a pas d'argent pour l'entretien des lignes SNCF, il n'y a pas d'argent pour ceci, pour cela, il n'y a pas d'argent. Le problème, c'est qu'effectivement, alors on n'a pas encore les résultats de l'enquête, les sénateurs ont raison de dénoncer le manque d'entretien et l'inaction de l'État sur les ponts. Alors après, est-ce que c'est à l'État d'agir? Est-ce que c'est au niveau justement un peu plus local des régions? Ça, j'en sais rien. Le problème, c'est quand il y a des morts. Là, sur cet effondrement, il y a eu des morts. Donc, est-ce qu'il faut contrôler l'accès désormais au pont? Est-ce que des énormes poids lourds ont leur place pour traverser des villes moyennes et des ponts des petites villes? C'est aussi ça. On peut se poser ces questions-là. Au lieu de dire, pardon pour nos confrères, mais à qui la faute? Au lieu de toujours de dénoncer un coupable, maintenant on fait quoi? Que ces victimes-là ne servent pas entre guillemets à rien et qu'on limite peut-être le passage des énormes poids lourds qui ont plus leur place sur leurs autoroutes que sur des ponts dans des petites communes de campagne. Qu'on fasse plus de surveillance. Et puis sur le suivi des ouvrages, de la structure, c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Le rapport avait, je crois, pointé 25 000 ouvrages. 25 000 sur à peu près 250 000. C'est ça, 25 000 sensibles. Le rapport dit qu'on n'est même pas en capacité de faire l'inventaire de tous les ponts qu'il y a en France. Il y a des choses à faire, mais maintenant, il ne faut pas résumer ce drame à un problème de suivi, d'entretien. Enfin, c'est un problème, en effet, mais ce n'est pas que ça. Il y a quand même, je crois qu'il est indispensable, peut-être, de faire respecter. Sur ce pont, quand même, il était bien indiqué que c'était interdit aux plus de 19 tonnes. Alors maintenant, s'il y a un camion qui s'engage de 44 tonnes, ça, c'est la responsabilité, mais c'est dramatique. Mais il faut aussi surveiller, faire en sorte que les gens respectent. Allez, on va terminer. Respecte la réglementation. On a compris la réglementation. On va passer à la revue de presse régionale avec vous, Alex.
Alex, on commence avec le Progrès de Lyon. Et oui, justement, il y a beaucoup de journaux de la presse régionale après ce drame et l'effondrement du pont de Mirepoix qui se posent la question de la sécurité de leur pont dans leur territoire, et notamment le journal lyonnais dans le département du Rhône où il y a actuellement 4 ponts qui sont vétustes et qui sont préoccupants, comme le pont de Vernaison qui est très vétuste et qui fait l'objet d'une surveillance maximale. À la une de Vaucluse Matin, Alex. Vaucluse Matin qui revient sur les coupures d'électricité, notamment dans le département de l'Ardèche et de la Drôme. Alors des coupures qui ne sont pas liées au séisme de la semaine dernière, mais bien aux fortes chutes de neige qui sont tombées ces derniers jours. Il y a actuellement plus de 200 agents de Enedis qui sont censés tout faire pour essayer de rétablir le courant. On verra s'ils y arrivent dans les prochains jours. À la une de La Voix du Nord. La Voix du Nord qui consacre sa une au début des États généraux de l'éducation. Il y a une rencontre ce soir qui est organisée à Roubaix sur le thème de la petite enfance. Au total, 7 rencontres seront organisées dans toute la France avec un objectif final, rédiger une constitution de l'éducation. Et on termine par le Courrier de l'Ouest. Le Courrier de l'Ouest qui revient sur les vins de Loire qui sont frappés par la taxe Trump sur les vins français de moins de 14 degrés. Et c'est un coup très dur qui est porté à ces vins de Loire car le marché américain était très porteur. C'était un marché d'avenir. Mais les vins français font les frais de cette guerre commerciale entre d'un côté l'Amérique de Trump et de l'autre l'Union européenne. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. On parlait de l'Amérique, c'est la Chine qui est à la une du Figaro aujourd'hui. Yves Tréhard, la Chine fait monter la pression sur Hong Kong. Oui, un pays de système. C'est donc Hong Kong, qui est un système, comme vous le savez, qui est quand même très capitaliste, qui est un peu à l'écart de ce qui se passe en Chine communiste. Alors là, la pression monte pourquoi ? Parce que la Chine et Xi qui veut reprendre en main l'île, et Xi qui a un discours assez autoritaire, très autoritaire. Depuis Mao, c'est probablement le discours le plus autoritaire qu'on ait eu, qui s'exerce d'ailleurs dans toute la Chine, vis-à-vis des Ouïghours, vis-à-vis de toutes les minorités. Et là, c'est une espèce, je dirais, d'avertissement aux autorités de Hong Kong. Si les autorités de Hong Kong n'arrivent pas à résoudre le problème des manifestations, il y a de moins en moins de manifestants, mais elles sont de plus en plus violentes. On voit que les moyens mis en œuvre montent et font monter la pression, puisque maintenant les manifestants lancent des flèches et les forces de sécurité sont prêtes à sortir les armes. Donc ce qui est le plus probable, si vous voulez, c'est qu'il y ait une reprise en main de la Chine de façon indirecte de l'île, et que d'ici à quelques jours, la sécurité revienne dans l'île et l'ordre revienne dans l'île. C'est pas pour autant que le problème sera résolu. Et c'est à lire dans le Figaro. Objectif Métropole de France. On a beaucoup vu cette une, on va la remontrer. Métropole si riche, si pauvre. On attend le prochain numéro. Sébastien. Oui, et c'est bientôt, là, il arrive. Et à la une de la lettre de l'expansion, votre édito, c'est anniversaire. Pierre Durazo, en quelques secondes. Pour l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes, qu'est-ce que le chef de l'État a compris ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Et un anniversaire des Gilets jaunes, un peu en résonance avec ce congrès des maires de France, donc une semaine très axée sur les territoires. Et beaucoup de papiers à lire sur les maires de France, on les a vus pendant qu'on en parlait, on les a vus derrière vous. Et justement, on va se rendre porte de Versailles où s'ouvre ce matin ce congrès des maires de France. Bonjour Pierre-Henri Gergonne, vous allez suivre pour nous ce congrès pendant les 3 jours. Pierre-Henri, quel est le programme de cette première journée ? Il est chargé le programme. Il faut bien comprendre que ce congrès des maires de France est une énorme machine, une énorme machinerie. On attend ici, porte de Versailles à Paris, au cours de cette semaine, près de 10 000 participants. C'est considérable. Alors ici, tout est millimétré, tout est réglé comme du papier à musique. Alors il y a bien sûr le côté travail, le côté réflexion. Il y a la grande salle plénière. Tout à l'heure, on y parlera d'intercommunalité. Vous le savez, c'est l'un des points durs de ce congrès des maires. Mais il y a également de nombreuses salles annexes autour de moi. On parlera, par exemple, aujourd'hui mardi, d'urbanisme, de sécurité, de prévention, d'économie solidaire ou encore d'un lourd dossier qui attend les maires, celui du vieillissement de la population. Ça, c'est le côté, travail, réflexion. Il y a bien sûr tout le côté politique et ce versant politique, c'est cet après-midi, mardi,
au Congrès des maires de France avec la traditionnelle séance solennelle d'ouverture du Congrès, avec les discours très attendus d'abord de Anne Hidalgo, la maire de Paris. C'est elle qui accueillera les congressistes puisqu'elle est d'une certaine manière sur ces terres ici. Les discours d'André Laignel, le premier vice-président de l'AMF, suivi de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, et bien entendu le discours du président de la République, Emmanuel Macron. C'est de la teneur de ses propos dont dépendra finalement la couleur, la coloration de ce 102e Congrès des maires de France que, vous le savez, Public Sénat va vous faire vivre tout au cours de cette semaine. Voilà, Oriane, ici porte de Versailles, le Congrès des maires. Eh bien, c'est parti, et plutôt bien parti. Eh bien, Pierre-Henri, c'est parti. On vous retrouve dès 11h sur notre antenne pour suivre ce congrès. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Donc, Pierre-Henri à 11h, à 17h30, émission spéciale en direct de l'AMF avec Rebecca Fitoussi, avec notamment ce discours d'Emmanuel Macron. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On vous attend demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.